Donc j'ai investi ensuite de l'argent même dans le studio, c'était pareil une grosse somme d'argent, 150 000 € c'était. Au moment où je suis parti, les effets spéciaux du court-métrage n'étaient pas finis et même le studio était un peu en mauvaise passe. Ouais. Et en fait, au début de mon voyage, j'ai appris que j'avais perdu, que le studio était liquidé. Aujourd'hui, tu vends de la formation. Ouais. Je crois que tu as des bons résultats avec. Tu m'as dit que tu avais dépassé les 6 000 € par mois, c'est ça, de chiffre d'affaires? C'est ça, ouais. Ok. Bon bah voilà, je suis arrivé à Nantes il y a une demi-heure, j'ai mangé dans le petit resto qui est derrière moi. Et maintenant, j'ai 2 heures de vélo pour rejoindre Clisson où habite Alexis. Et Alexis, c'est un formateur WordPress qui a monté un bon petit business. Je suis sûr que ça va être intéressant. Et on se retrouve là-bas. Tu vois, cette interview avec Alexis est super intéressante, mais juste avant de la regarder, tu peux télécharger mon kit de démarrage. C'est une liste de ressources que j'ai créée spécialement pour aider les créateurs de contenu à se lancer et à gagner leur vie sur le web le plus rapidement possible. Tout est là pour le recevoir, c'est le premier lien en description. Tu entres ton mail et tu vas le recevoir immédiatement. C'est parti pour l'interview. On peut dire que tu habites à Clisson ou que c'est confidentiel? Bonjour Alexis. Bonjour Antoine. Merci pour cette invitation. On est à Clisson, pas loin de Nantes. J'ai fait 2 heures de vélo depuis Nantes pour venir te voir. Le chemin était magnifique. Clisson, c'est une ville ou un village? Rachel, c'est une ville ou un village, Clisson? C'est une ville. C'est une ville, c'est une très belle ville. Et alors toi, ce que tu fais, c'est que à la base, tu crées des sites web WordPress pour les autres et aujourd'hui, tu vends de la formation. Ouais. Je crois que tu as des bons résultats avec. Tu m'as dit que tu avais dépassé les 6 000 € par mois, c'est ça? De chiffre d'affaires, c'est ça, ouais. Ok. J'aimerais bien qu'on comprenne comment ça fonctionne, comment tu en es arrivé là, mais d'abord que tu me racontes un petit peu ton histoire. Donc d'où tu viens et comment est-ce que tu en es arrivé là? Ok. Par où commencer? Je vais remonter à mes études sup, donc j'ai fait une école. Alors j'ai plutôt remonté même en 2012. Il y a un truc très important que je vais donner comme information dès le début. J'ai perdu, parce que c'est très important pour la suite, j'ai perdu mon père en 2012. Suite à quoi j'ai eu des circonstances assez particulières, puisque je me suis retrouvé avec un héritage. Et ça conditionne quand même la suite de l'histoire. Ouais. Donc à cette époque-là, j'étais dans une école, donc là c'était après le bac, école audiovisuelle, donc j'ai fait une école de cinéma. C'est pour ça que j'étais content de voir ton petit setup et que je te parlais de maquillage avant. Et donc du coup voilà, bon, j'avais pour ambition je voulais raconter des histoires, donc je voulais être scénariste, réalisateur, voilà. Et donc ça a duré 3 ans pendant lesquels il y a eu le décès justement de mon père. Et à ce moment-là, donc après l'école, parce que j'ai pas pu aller au bout de ce cursus pour des raisons, voilà, par rapport aux circonstances, par rapport aussi, voilà, je suis pas allé assez loin, j'ai pas travaillé assez. Je suis pas allé au bout du cursus, ça a duré quand même 3 ans. En sortant de cette école, du coup, en fonds propres, après, je suis parti faire des projets personnels, justement parce que j'avais de l'argent de côté. Et donc je suis parti en Afrique, en Namibie, tu vois où c'est? Namibie, dans le sud de l'Afrique. Ouais. Je suis parti avec des amis, on est parti à 4, je suis parti faire un court-métrage. Et ça, ce détail, il est assez important. Je suis parti faire un court-métrage, donc on est parti 1 mois en Namibie, on s'est organisé à 4, il y avait une maquilleuse, une comédienne et un autre gars avec moi qui faisait un film aussi. On faisait un film avec la même maquilleuse, la même comédienne, et voilà, c'était très particulier comme setup. Et en revenant de ce voyage-là, de ce projet-là, je me suis rendu compte que j'étais assez ambitieux en termes de VFX, d'effets spéciaux et tout. J'avais besoin, en gros, d'un studio qui s'occupe des effets spéciaux de ce court-métrage-là. Et du coup, donc pas trop loin d'ici, à Rennes, je suis allé donc dans un studio et ils se sont occupés de mon court-métrage. Ils ont commencé à s'en occuper. Et en fait, en gros, j'ai rencontré ce studio et j'ai sympathisé avec les gens du studio qui tenaient ce studio. Et donc à ce moment-là, j'avais sorti pas mal d'argent déjà pour les effets spéciaux de ce court-métrage. Tu m'as demandé juste avant si je pouvais parler chiffres. Moi, ça ne pose aucun problème. Donc je vais même parler chiffres tout de suite pour que les gens se rendent compte un petit peu. Le court-métrage, c'était 80 000 €. C'était pour les effets spéciaux.
D'accord. Court-métrage uniquement. Parce qu'il y avait des effets de particules avec du sable qui montent vers le ciel et tout. Il y avait plein de trucs. On était dans un décor qui s'appelle Coleman's Cop. C'est un endroit abandonné en Namibie. C'est magnifique. Je te montrerai des images après l'interview. C'est incroyable. Et allez voir du coup, je sais pas si je dois montrer ici ou là, mais allez voir Coleman's Cop sur internet. C'est magnifique. Donc moi je suis allé là-bas. Et donc du coup, ça, les 80 000 euros. Plus aussi j'avais investi directement dans le studio. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, lié d'amitié avec les gens du studio, j'ai investi aussi pas mal d'argent juste dans le studio directement. Et l'objectif avec ce court-métrage, c'était de le sortir ensuite? C'était de le sortir. Le vendre? Pas de le vendre. Alors le circuit de distribution classique d'un film, j'étais pas trop au courant, je savais pas trop si… En général, quand on est jeune, comme je l'étais donc à l'époque, je suis toujours très jeune bien sûr, et qu'on fait un court-métrage, on ambitionne surtout un circuit en festival. D'accord. Donc faire de petits festivals, se faire connaître, et pourquoi pas après décrocher des contrats, bosser sur des projets plus ambitieux, etc. Voilà, donc où j'en étais. Oui, donc j'ai investi ensuite de l'argent même dans le studio. C'était pareil, une grosse somme d'argent. 150 000 euros c'était. Donc ça représentait plus ou moins ce que j'avais de côté, j'avais un peu plus aussi. Et après tout ça, donc ça a duré, ça s'est étalé pendant des années avec des projets où j'ai fait beaucoup d'allers-retours Rennes-Nantes et tout, c'était pour s'occuper de ce court-métrage. Et puis ensuite j'avais pour projet de partir voyager, faire un tour du monde en sac à dos. Et donc je suis parti en 2016. Au moment où je suis parti, les effets spéciaux du court-métrage n'étaient pas finis et même le studio était un peu en mauvaise passe. Et en fait, au début de mon voyage, j'ai appris que j'avais perdu, que le studio était liquidé et que du coup, j'avais perdu à la fois le court-métrage, les effets spéciaux ne sont pas faits. C'est-à-dire que tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est un teaser qui est inachevé. Donc j'ai perdu le court-métrage et j'ai perdu aussi ce que j'avais dans cette boîte. Donc en gros, j'avais tout perdu, quoi. Et tu savais, quand tu as lancé ça, tu savais quand même que tu avais un risque que ça aboutisse pas? En plus, tu rebondis sur une très bonne question. C'est qu'en fait, là, moi, je vois ce que tu veux dire, je vois où tu veux en venir aujourd'hui, mais j'avais pas l'état d'esprit à l'époque que toi et moi, on peut avoir aujourd'hui. C'est-à-dire que si je te dis le mot investisseur aujourd'hui, ça t'est un peu familier. Même si toi, tu te dis je suis pas investisseur, tu as l'impression de pas être très étranger à ce milieu-là, de comprendre un peu comment on pense, de calculer le risque, etc. Mais j'étais pas du tout à calculer le risque. Moi, tout ce que je voyais, c'était une opportunité de faire quelque chose de bien en aidant le studio, parce qu'ils avaient besoin de fonds pour faire certains trucs. Et moi, j'étais persuadé que ça allait bien se passer. Les gens ils m'ont vendu du rêve sur place. On va faire des trucs incroyables. Ils avaient un projet de SaaS. À l'époque, je n'aurais pas dit le mot SaaS, tu vois. Enfin, j'étais très loin de tout ça, en fait. Et je n'avais pas du tout de mentalité d'investisseur. Donc, je ne me rendais pas compte du risque que je prenais. Donc, j'ai perdu tout ça. C'était au début de mon voyage. Donc je suis parti quand même, parce que j'avais besoin de faire ce voyage et tout, donc voilà, je te passe plein de détails après. Mais en gros, j'ai voyagé 1 an et demi, donc ça c'était 2016-2017. Ce voyage, il s'est bien passé? Et ça t'a pas un peu plombé d'avoir dans un coin de ta tête cette histoire à te dire merde, quand je vais rentrer en fait, j'aurai plus tout ça, quoi? Alors, oui et non. Oui, je pense que ça m'a travaillé. Mais ça m'a pas empêché, alors je sais pas si ça m'a… En fait, j'ai pas profité autant que j'aurais voulu du voyage, mais je pense que c'était pour d'autres raisons plus profondes. C'est que j'avais besoin de quelque chose qui me drive intérieurement, d'un projet. Et s'il n'y a pas un projet ou un truc qui me porte, du coup, je sais pas j'arrive pas à profiter vraiment du voyage. Ça a un nom, ça, d'ailleurs, chez les backpackers, c'est le syndrome tour du mondiste, un truc comme ça, je pense. Tu connais un peu cette expression, je pense? Non. Où on dit justement, au bout d'un moment, tu voyages, mais tu as l'impression de juste faire le touriste. Donc tu vois des temples bouddhistes. Je suis complètement d'accord avec ce truc il faut un projet en plus, parce que le voyage tout seul ne suffit pas pour avoir un sentiment d'accomplissement, en fait. Exactement. T'as un peu ce vide. Moi, c'était un peu pareil. C'est pour ça que quand j'ai fait mon premier grand voyage de 5 mois en Asie, j'ai fait des vidéos quotidiennes et j'ai lancé mon business en même temps. Et en fait, si ce voyage était si bien dans ma tête, c'est pas parce que j'ai visité des temples bouddhistes, tu vois. C'est parce que j'avais ce projet-là et le voyage venait nourrir en fait ce projet. Mais ça m'est arrivé ensuite de voyager tout seul sans avoir de projet comme ça. Et sans vraiment avoir sans partager. J'ai eu ce sentiment un peu de vide. Je consomme le voyage, mais je ne produis rien, je ne crée rien et je n'apporte pas de valeur. Complètement, ouais. Et ça, je l'ai ressenti plein de fois dans le voyage. Et ça s'est traduit par des espèces une espèce d'acné dans la vie, tu vois, qui était assez marrant. C'est-à-dire que régulièrement, je venais avec des projets dans ma tête où je me dis tiens, on pourrait faire ça. À un moment au Cambodge, je voulais faire un blog. Un blog sur un blog, à un moment j'ai voulu faire un truc, ça s'appelait Imagine le monde et je voulais vendre des PDF et tout. Encore une fois, j'étais très loin du milieu dans lequel on est aujourd'hui. Attends, ça c'était en quelle année? Ça c'était en 2016, pendant le voyage où j'avais plein d'idées, je voulais faire des PDF. En plus à l'époque, il y avait un peu ce mouvement aussi des blogs voyage, c'était J'ai très commencé populaire. comme ça. La toute première formation que j'ai achetée,
C'est vrai que je dis régulièrement quand je parle avec des amis et tout, je pensais qu'une des toutes premières formations c'était Théophile Hélier, mais en fait il y avait beaucoup plus vieux que ça. Il y avait Ryan. Est-ce que tu connais Ryan? Ouais, Ryan le sac à dos. Ouais. Tout à fait, ouais. Et ben c'est la première fois, bloguer pour voyager. Ouais. C'est la première fois que j'ai acheté une formation et que j'ai même touché à WordPress de ma vie, c'était à cette époque-là. Ouais. C'était il y a hyper longtemps. Et Ryan, du coup, je l'ai rencontré pendant mon voyage à Chiang Mai. Une soirée, il est hyper gentil. Moi, ça me faisait rêver. Hein, tu le connais du coup? Je l'ai jamais rencontré, mais je suivais son blog à l'époque. Et à l'époque où moi, je ne vivais pas encore de ça, tu vois. L'âge d'or, Alex Viseo. Et tu voyais ça et tu disais, putain, c'est trop bien, quoi. J'aimerais trop faire ce qu'ils font, ça a l'air génial. Tu sais, ces petits articles avec plein de petites pépites, des petits conseils, des trucs, des photos, machin, à l'ancienne, tu vois. J'aimais bien moi, ça. Même le terme nomade digital, j'ai l'impression qu'il est arrivé tardivement sur son blog alors que c'était déjà ce qu'il faisait et ce qu'il était à l'époque. Ouais, tout à fait. Et voilà. Mais j'en avais pas conscience de ça. D'ailleurs, la soirée où je l'ai vu, il m'a dit ouais, mais viens le lendemain à une soirée, un festival. Alors je pense que c'était le Dynamite Circle, je crois que ça s'appelle. Dynamite Circle, le truc du podcast très connu là pour les nomades digitaux. Comment ça s'appelle? Ça te parle pas? Je te regarde aussi parce que j'étais persuadé que je sais pas. le podcast Tropical MBA. Ouais, c'est ça. Voilà. Et ils ont une grosse communauté partout à travers le monde. Stan en a parlé plein de fois. Et donc je pense que c'est ça où il m'avait invité Ryan. Moi, je le sentais pas trop déjà parce que je suis un peu bien dans mon coin, tu vois. Et je le sentais pas trop. Je me suis dit non, mais parce qu'on pouvait peut-être se revoir le lendemain. C'était j'étais content de le revoir. C'était à Chiang Mai. Ok. Et il m'a invité, je dis non, en fait j'aurais trop dû y aller, évidemment, mais bon. À ces trucs-là, t'as toujours la flemme, et au final, j'ai jamais regretté d'être allé à un événement comme ça. Tu vois. Même si avant, à chaque fois, je me dis, putain, je veux pas y aller, en fait, ça me saoule, tu vois. Et au final, tu rencontres plein de gens qui sont un peu comme toi, dans le même état d'esprit, et tu passes souvent un très bon moment. Quoi. Et du coup, tu connais tous les coins dont je parle, là, Chiang Mai, je vais pas parler d'autres coins. Oui, Chiang Mai. J'ai passé une semaine il y a quelques années, donc je connais un petit peu. Ok. Et ça c'est des grosses destinations. Tu connais Ryan et Alex et tout. Oui, eux, je connais quand même. Je les ai beaucoup suivis à une époque, mais j'ai jamais eu l'occasion de les rencontrer. Alex non plus, je sais qu'une amie l'a rencontré, mais non, Alex. Mais Ryan, du coup, j'ai envoyé un message, je sais même plus comment c'est arrivé. Enfin bref. Et donc c'est vraiment eux qui m'ont transmis le virus du voyage justement en 2015 et tout. Enfin, c'était les années avant que je parte justement. Et en fait, ce voyage, c'était aussi une manière pour moi de façon de me ressourcer déjà par rapport à ce qui m'arrivait. C'était hyper important que j'aille de l'avant parce que je me suis dit, si j'arrête ce voyage et que je m'occupe de ce qui vient de m'arriver, que je rentre en France, alors qu'on est d'accord, ça représente beaucoup d'argent. Je me suis dit, je suis en train de mettre un gros stop à ma vie et je vais pas profiter en fait de ce voyage. Je vais pas profiter de ce que je pense être, parce que moi j'ai bien romancé le truc, tu vois. Donc je me suis dit, ça va être une expérience incroyable dans ma vie. Je vais revenir complètement changé. Je m'étais fait tout ce truc-là dans ma tête. Je me suis dit, je peux pas arrêter ça. C'est pas possible. Alors, peut-être mon entourage a plus ou moins compris à ma démarche. Toujours est-il qu'en réalité, j'ai quand même fait un petit aller-retour en France. On va passer ces détails-là. Donc j'ai quand même, j'ai profité de mon voyage. Et donc pour en revenir au moteur du voyage et au fait d'avoir un projet, j'avais un projet. J'avais un projet qui était lié au studio justement. Je voulais écrire un long métrage qui était l'histoire d'une jeune femme qui part faire le tour du monde en sac à dos. Et le but de ce voyage pour moi, et ce qui était le support justement pour profiter de ce voyage, c'était d'écrire en partie, de m'inspirer un peu de ce que moi je vis, mais de vivre et en même temps d'écrire l'histoire. C'est ça que je voulais faire. Donc c'est une fiction, ça aurait été. C'était une fiction, à la fin. Au début, j'ai commencé un documentaire, au bout d'un moment j'écris et tout, puis j'échange avec des gens, et au bout d'un moment ils me disent non mais t'essaies vraiment d'écrire une fiction là, donc vas-y franchement. Donc voilà, et donc j'avais fait beaucoup d'efforts à cette époque, le film s'appelait Imagine. Je sais pas si un jour, complètement par hasard, s'il y a une personne qui a connu ce projet, parce qu'il y en a quand même quelques-unes, et qui regardent cette vidéo. Mais en vrai, écrivez-moi et je sais pas, juste écrivez un commentaire sous la vidéo ou n'importe quoi, ça me ferait tellement plaisir. En fait, j'avais mis les formes, j'avais fait une grosse page Facebook, c'était populaire à l'époque, les pages Facebook. J'avais fait une page Facebook, j'avais fait un casting pour rencontrer la comédienne pour le film, donc Imagine, je sais pas si j'ai dit Imagine, j'avais dit le nom du film. Tu m'as dit, Imagine, et donc j'avais trouvé quelqu'un qui est vraiment une personne formidable. Aujourd'hui, elle fait sa vie de son côté, elle est à Taïwan, comédienne du coup vraiment. J'ai vu qu'elle faisait des spots pubs pour Nivea et tout, c'est vraiment drôle. Et donc j'avais fait tout ça et je suis parti en voyage et donc j'ai commencé à écrire justement une partie du film et tout. Sauf que moi, ce film-là, je pensais que pour pouvoir l'écrire, j'allais au pire faire ça en fonds propres avec mon argent. Au mieux m'aider de mes relations que j'avais avec le studio, etc. Sauf que j'avais tout perdu à ce moment-là avec ça. Et je t'avoue que du coup, ça a coupé un peu le cordon avec mes aspirations, mes velléités de
raconter des histoires, de faire des films et tout, un peu sur le moment. Mais c'est pas grave, j'étais quand même un petit peu motivé. Je me suis dit, c'est pas grave, il faut que je fasse ce film jusqu'au bout du voyage. Et ça m'a vraiment pas mal empêché de profiter du voyage. Parce que moi, j'étais tout le temps coincé dans ma tête à penser à des projets, à des trucs que je voulais faire et tout. Et au final, le voyage avait pas tellement de sens en tant que tel, à lui tout seul, pour moi, que les trucs, les aspirations que j'avais dans la vie. Du coup, juste fast forward, on va directement à la fin de mon voyage. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que vers la fin du voyage, on était au Laos à un moment. Et au Laos, j'ai une autre idée de projet. C'est une application de fitness, un truc qui est à la croisée entre jeux vidéo et fitness. En gros, j'avais inventé un truc. Et je me suis dit, tiens, très bien, ça va être ma start-up. Je ne connaissais rien non plus aux start-up. Ça va être ma start-up qui va me permettre de financer moi-même mon long métrage, imagine. Ok. Le film. Et donc du coup je bosse sur ce truc-là. Et donc pareil, au Laos, plutôt que de profiter du Laos, qu'est-ce que je fais ? Je passe des jours et limites des semaines juste dans ma chambre d'auberge, dans un coffee shop, à écrire des trucs, à storyboarder des choses, à écrire comment serait l'interface et tout. Je faisais de l'UI, UX, tu vois, sans le savoir. Donc c'est rigolo parce que je savais pas les termes à l'époque, j'avais pas la vision, j'avais pas tout ça. Donc j'ai bossé sur cette application. Et donc du coup ensuite j'ai accéléré mon voyage. Donc j'ai terminé par Kyrgyzstan et Japon. Donc au final je suis tout le temps resté un peu en Asie. Je n'ai pas vraiment fait un tour du monde. Ouais. Et donc j'ai quand même un peu profité de mon voyage au Japon parce que c'était vraiment important pour moi le Japon. Mais du coup je suis rentré un peu plus tôt que prévu. Justement en me disant bon je vais aller lever de l'argent à la banque, je vais créer ma start-up, etc. Alors je ne me rendais pas compte à quel point c'était compliqué, que j'étais un peu un puceau en la matière. Et donc du coup ça a duré quelques semaines où j'ai bossé sur ce projet qui s'appelle ATS. Et pendant ces quelques semaines, moi où je suis revenu après mon voyage, donc j'étais chez mes parents du coup, j'ai découvert le business en ligne. Voilà, on y vient enfin, parce que j'ai raconté pas mal de choses avant ça, mais le business en ligne arrive donc fin 2017 pour moi, et j'ai découvert le dropshipping. C'est un gars qui est plus sur Internet aujourd'hui, c'est Léo Guillot, donc il était à fond, enfin c'était le gars à l'époque. J'ai découvert le dropshipping comme ça, et ensuite, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire plein de trucs à partir dans tous les sens sur Internet. J'ai essayé le dropshipping, j'ai testé, je me suis formé au trading, ne me demande pas à quoi ça me servait, il me restait 15 000 € en fait. De côté, tout est parti dans de la publicité ou des trucs. Voilà. J'ai fait du trading, j'ai ouvert un blog à un moment. On a parlé justement, j'ai un blog qui plus tard sera assez important, mais qui était un blog sur le café, thé, cacao à la base. Plus tard, ça s'est transformé en blog sur le café. Aujourd'hui, c'est un truc qui existe toujours aujourd'hui. C'est juste un blog. Et donc, j'ai testé plein de trucs et petit à petit, à force avec les projets, j'ai eu plein de sites WordPress. J'en ai fait un par-ci, un blog par-là, un site e-commerce, parce qu'au début, j'utilisais Shopify pour faire du e-commerce. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, e-commerce, ça a l'air bien. Puis j'ai mis les mains dedans et en fait, de fil en aiguille, année après année, j'ai eu de l'expérience. Au bout d'un moment, j'ai commencé à vendre mes compétences de site internet. Pour des amis et des gens autour de moi. Et puis ensuite, ça m'a amené. Donc tous ces projets web, ça t'a appris à créer des sites et tu t'es dit, ok, là, il y a une valeur que je peux vendre. Ouais. Ok. Ouais. Ça, c'est. Tu m'as dit que tu es passé par le dropshipping, c'est ça, avec Shopify, tout ça ? Ouais, j'ai fait. Ça s'est bien passé ou pas cette histoire ? J'ai assez rapidement fait une vente par-ci, une vente par-là, mais j'ai perdu de l'argent pendant très longtemps et j'ai fini par en gagner en 2019. C'est dur le dropshipping ou pas ? Parce que moi je connais pas, donc je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a moyen de gagner gros, mais qu'en même temps il y a beaucoup de risques à prendre et beaucoup d'investissements à faire. Ouais. Et qu'il y a beaucoup de gens surtout qui veulent le faire parce que ça a l'air facile et que du coup c'est pas si facile. C'est pas si facile. Moi je trouve qu'il faut énormément de compétences et je pense qu'on se rend pas compte en fait de la montagne que c'est à gravir au début. Maintenant, on peut y arriver, hein. On peut faire des grosses sommes, j'en ai aucun doute. Moi, j'ai jamais fait des grosses sommes, hein. J'ai fait quelques dizaines de milliers d'euros, mais étalés sur des mois et des mois. Donc, ça représente de l'argent normal, tu vois. C'est pas un truc de. Je vais pas vendre du rêve avec ça. Maintenant, est-ce que c'est facile ou pas ? Je sais pas, c'est une question compliquée. Moi, je pense pas que ce soit facile. Le problème, c'est que ça évolue année après année. Les circonstances changent aussi, l'environnement de travail change pour les gens qui font du dropshipping. Je sais que cette année, ça change encore beaucoup. Le dropshipping en tant que tel, en plus, ça a beaucoup d'expositions en ce moment. Les gens se méfient de plus en plus. Il y a pas mal de facteurs. Légalement, ils vont serrer un peu la vis. Ils vont serrer un peu la vis, oui. Là, le mois prochain, en juillet, alors je sais même pas de quoi je parle. En plus, je trouve que c'est la TVA à l'importation. Du coup, je sais pas trop comment ils faisaient pour passer à côté. Mais en gros, j'ai pas je vais dire beaucoup de conneries là si je parle de dropshipping. Donc, on va pas trop en parler. Après, est-ce que c'est facile ? Non. Par contre, le e-commerce, je trouve ça très exaltant. Je trouve que c'est passionnant. Il y a plein de trucs incroyables à apprendre. Et là, par exemple, on garde un projet de e-commerce. On en a en ce moment, sauf qu'on a des stocks ici.
et on va expédier les produits nous-mêmes. Okay. Et alors là, c'est beaucoup plus excitant, je trouve, parce que tu t'occupes du packaging, de l'expérience client, tu mets le petit flyer dedans, c'est toi qui envoies. Tu as aussi un peu la satisfaction d'être là avec ton colis et de dire ok, c'est mon colis et le client va le recevoir. Et tu as l'impression de faire un truc un peu plus clean. Ouais. Je ne veux pas rentrer sur ce terrain-là, on ne va pas trop en parler, mais je ne suis pas non plus hyper fan du dropshipping. Dropshipping, ça peut être génial. Enfin, là, on en parlait aussi tout à l'heure, mais on peut envoyer du café en dropshipping. Nous, on a réussi à faire ça, c'est-à-dire que ça partait directement depuis le torréfacteur. Et c'est envoyé frais pour du café, c'est encore mieux. Et c'était expédié directement chez le client final. Et nous, on était juste une marque, on avait vraiment un blend de café qui était le nôtre, qu'on trouve nulle part ailleurs. Et on a travaillé donc avec ce torréfacteur et ça part. Et c'est du dropshipping. Et ça, c'est génial. Donc, il faut faire très attention à dire le dropshipping, c'est bien ou pas bien. Il y a vraiment plein de trucs qui se passent. Il y a plein de manières de le faire. Il y a plein de manières de le faire. Voilà. Donc, tu te lances, tu fais des sites web. Où est-ce que tu trouves tes premiers clients? Autour de moi, de mon entourage. J'ai fait, j'en ai pas parlé parce que ça fait trop de trucs sinon, mais je fais une école de massage aussi après l'école de cinéma. Et donc ce prof de massage, j'ai gardé contact avec lui pendant longtemps et j'ai fait tous ces sites. Donc, à ce moment-là, est-ce que la raison pour laquelle tu fais ça, c'est quoi? C'est tu as envie de faire des sites web, tu arrives au bout de tes réserves et tu as besoin de faire de l'argent, tu as envie de te lancer dans ce marché-là et de t'expandre. C'est quoi la motivation première? Alors, il se passe plusieurs choses. Déjà, c'est qu'effectivement, il y a un moment où il faut que je m'en sorte, il faut que je fasse quelque chose. Et je me suis retrouvé au pied du mur une ou deux fois où j'avais besoin le mois prochain de gagner de l'argent et je ne savais pas comment j'allais faire. Et j'ai réussi comme ça, en fait, justement en faisant des sites internet autour de moi. Donc déjà, effectivement, il y avait un besoin clairement de gagner ma vie. Après, ça s'est fait vraiment tout seul, c'est-à-dire que j'ai pas fait exprès, c'est pas un truc que je voulais faire de base. Mais en fait, c'est juste qu'au bout d'un moment, tu prends n'importe quoi pour une victoire. Tu as besoin juste de générer tes premiers euros sur Internet. Et à un moment, même si toi, tu es parti au début en mode je vais aller à Malte, je vais faire du dropshipping, je vais faire 100 000 euros par mois et tout, toi, tu t'identifies à des trucs comme ça, normal, comme c'était normal, tu vois. Et puis, petit à petit, tu redescends sur Terre. Alors, non pas que personne ne le fait, hein, mais on va dire pour la majorité des gens, tu redescends sur Terre. Et puis, en fait, ça, c'est clairement une victoire. C'est-à-dire que du coup, au bout d'un moment, tu te dis autour de toi, il y a des gens qui ont besoin de site Internet. Moi, je sais faire un site WordPress, je maîtrise WordPress, plus ou moins à l'époque, ça s'est fait graduellement. Et j'ai réussi à faire un site et j'étais fier de moi. Puis ça a enclenché un truc. Je t'ai dit, ok, donc je peux continuer. Effectivement, il y a des projets qui peuvent être excitants, parce que ça peut être un métier très excitant. J'ai beaucoup bossé pour des gens dans le bien-être ou le massage, j'en ai eu plusieurs. Donc j'ai fait pas mal de sites. C'est intéressant ce que tu dis, où finalement tu es revenu à ce que tu savais faire et à ce que tu pouvais délivrer tout de suite et te faire payer pour ça, qui sont les sites. Pendant combien de temps tu as fait ça, du coup, des sites web pour des clients? Ça n'a pas été très long. 2 ans. 2 ans? Ouais, en comptant cette année. Donc cette année, j'en ai fait un où on m'a payé. Donc est-ce que tu comptes l'année ou pas, tu vois, Mais j'ai fait ça pendant 2 ans et j'ai dû faire, honnêtement, j'ai dû faire 15 sites. Entre 15 et 20 sites, pas plus. Combien tu fais rémunérer en gros pour un site WordPress aujourd'hui? Le problème, c'est qu'il y a toutes les pratiques sur le marché. Il y a des gens qui se... Bon, en général, si tu veux en vivre, juste ça, c'est bien de commencer à 1 500, 2 000 euros. Ensuite, il y a des tas de raisons de monter ses prix. Tu peux être un freelance superstar, tu peux sélectionner tes clients, tu peux bosser sur des gens qui sont plus... par exemple, c'est un peu comme toi et moi, on va dire des entrepreneurs ou plus facilement. C'est des gens qui comprennent aussi plus facilement la valeur de ce que tu fais, peu importe que ce soit un site WordPress ou pas. Et ils vont te payer plus facilement 3, 4, 5, 6 000 euros. Bon, au bout d'un moment, quand même, pour un site WordPress, ça commence à être de plus en plus compliqué. Mais je sais qu'il y a des gens qui gagnent leur vie en vendant des sites WordPress entre 5 et 10 000 euros. Donc, ça dépend des compétences dont tu as besoin, du type de projet. Parce que c'est pas, il y a plein de types de projets sur WordPress. Ça peut être un site pour un restaurant, ça peut être une marketplace, ça peut être un site e-commerce. Une question que je t'ai pas posée, à cette époque-là, est-ce que tu avais commencé à développer une audience ou pas encore? Alors j'ai commencé, j'ai pas commencé tout à fait l'année dernière, j'ai commencé en 2019, mais j'ai posté très très peu de vidéos en fait. Donc c'était quoi? C'était une chaîne YouTube? Une chaîne YouTube. Tu postes des vidéos sur la création de sites? Sur WordPress. Parce que WordPress c'est vraiment une grosse communauté qui existe. Et à l'époque, t'as pas eu ce truc de se dire merde, si je commence à expliquer aux gens comment faire, ils vont plus avoir besoin de mes services? Non, je me suis dit le marché est tellement grand et il y a tellement de place pour tout le monde, aucun problème. D'ailleurs, la plupart des gens qui font des sites WordPress aujourd'hui sont des gens qui se forment sur YouTube. Alors beaucoup en anglais. Et c'est là où justement on peut... C'est qu'en fait, moi, quand je me suis positionné en France, il n'y avait personne, ou il y a quasiment personne. Il y avait 2-3 chaînes qui ont 1000 abonnés, 1500 abonnés, 2000 abonnés. Alors que 2000 abonnés, alors qu'elles sont là depuis
plusieurs années, tu vois, donc des petites chaînes. Ouais. Tu as Marmite, WordPress Marmite, qui est incontournable aujourd'hui, qui est là depuis plusieurs années sur YouTube et qui a donc là, je pense qu'il approche les 60 000 abonnés, il me semble. Mais Marmite, il est là depuis très longtemps. Il n'y a que lui et surtout il poste une vidéo tous les quelques... Parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais Marmite c'est avant tout un blog. Ouais. Il a des formations, il a un blog qui est de très grande qualité. J'ai appris un peu avec lui. J'avoue ne pas avoir été client de ses formations, donc je n'ai pas d'avis, mais c'est un gars qui a l'air super gentil. Je pense que je serai amené à rencontrer un jour. Et il sort une vidéo tous les... voilà. Et quand il sort une vidéo, c'est une vidéo qui est extrêmement nichée. C'est-à-dire que c'est des vidéos qui parlent de WordPress pour des gens passionnés de WordPress. Alors que quand tu veux sortir des vidéos WordPress, tu peux faire des petites vidéos nichées, je parle de tel plugin pour tel besoin et tel machin et tout, ou tu peux faire des grosses vidéos, des vidéos qui marchent beaucoup. Moi en fait, je savais déjà que certaines vidéos allaient cartonner. C'est les grosses vidéos qui durent plusieurs heures. Donc quand j'ai plusieurs heures, ça peut être une vidéo qui dure 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Ah oui, carrément, ouais. Ma plus grosse vidéo dure 5h30 et elle marche. Et je savais qu'elle allait marcher. Oui, donc il faut vraiment qu'il t'installe la fibre. Là. Oui, j'ai vraiment besoin de la fibre aussi. Mais attends, 5h30, c'est quoi? C'est du tutoriel? Tutoriel, ouais, tuto de 5h30. Okay, les gens ne regardent pas d'un trait, j'imagine. Ils commencent, ils font leur site en même temps. Ils ne regardent pas d'un trait. Ils vont se coucher et puis le lendemain, ils continuent. En général, c'est étalé même sur plusieurs jours. Je pense qu'ils ne regardent même pas ça en 1 ou 2 jours. Enfin, tu sais que tu es vraiment la première personne que je rencontre qui fait des vidéos YouTube de plus de 5 heures qui marchent, quoi. C'est un truc. Alors, je sais que les vidéos longues marchent sur YouTube, mais pour moi, une vidéo longue, c'est genre 3/4 d'heure, 1 heure, 1 heure et demie pour quand c'est vraiment long. Mais 5 heures, et je savais même pas que ça existait. Donc, vraiment, le concept de la vidéo, c'est les gens la regardent par petits bouts en fait, ils la suivent un peu comme un cours, un peu comme une formation finalement. C'est une formation. Ok. C'est-à-dire que plein de fois, on m'a dit en commentaire sous mes vidéos, mais pourquoi tu fais pas payer, tu vois. Ouais. Donc, ce sont des formations. Mais en fait, je me suis inspiré du marché anglophone. Ça se fait déjà beaucoup sur le marché anglophone. Okay. Des vidéos qui durent même jusqu'à 7 ou 8 heures, j'ai vu sur WordPress. Il y en a plein. Si tu veux, le marché, il a pas mal de similarités avec le code. Tu sais, il y a des cours de code, tu en trouves facilement qui durent plusieurs heures sur YouTube. C'est un peu la même chose. Les cours de WordPress, ça dure plusieurs heures. Et mes meilleures vidéos, celles qui cartonnent le plus, automatiquement, ça va être les grosses vidéos. Donc à chaque fois que je poste une grosse vidéo sur un sujet intéressant, je sais d'avance que ça va marcher. Je le sais d'avance. Et d'ailleurs, je pouvais même regarder par exemple Marmite, trier ces vidéos par les plus populaires et voir que c'était les plus grosses vidéos qui marchaient aussi. Ces grosses vidéos, tu les montes? Oui, mais il n'y a pas de montage chez moi. Il n'y a pas de montage? Non, moi, tu sais, j'allume le micro, la caméra. Ok. Voilà, parce que j'imagine 5 heures de vidéo montée au poil de cul, ça va pas être. Ah non, ça tient pas. Non, je fais pas de montage. Il y a des coupes de temps en temps. Ok. Parce qu'au début, j'essayais de faire d'une traite. Ma première vidéo de 3h30, j'ai fait ça en deux fois. Mais tu montes avec Final Cut, avec Premiere? Au début, c'était DaVinci Resolve. Ça dure combien de temps l'export d'une vidéo de 5 heures ça... Ton ordi, il 5 heures, ça dure, je pense que ça dure une bonne heure, je pense. Ok. Mais ça va, ouais. À quel moment donc tu commences à faire de la vidéo en parallèle de ton activité de création de site web? Et à quel moment tu te dis, tiens, je pourrais peut-être vendre des formations? Alors, bon, je vais être très honnête. Ça m'a traversé l'esprit dès la première vidéo que j'ai mise sur YouTube. Okay. Parce que je savais que ça se faisait, que je le voyais et que voilà. Ouais. Tu étais de toute façon dans le monde du web et des infopreneurs, voilà. des entrepreneurs en ligne. Ouais. Tu connaissais déjà tout. Et donc tu t'avais déjà lorgné sur ce truc, sur ce business model-là qui est l'infopreneuriat. En sachant que je savais que c'était possible, mais ce n'était pas mes ambitions dès le début. Mes ambitions dès le début, c'était de gagner ma vie avec ces vidéos, plutôt avec des revenus en affiliation. Ce qui est la plus grosse source de revenus quand tu bosses sur WordPress. Qu'est-ce que tu vends quand tu fais de l'affiliation sur Tous les outils que tu recommandes, les 3/4, ils peuvent avoir des programmes d'affiliation. Les thèmes, les plugins. Thèmes, extensions, voire même l'hébergeur. Ouais. C'est vrai qu'à l'époque, aujourd'hui, moi, c'était un gros move récemment. Les hébergeurs, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'à l'époque aussi, je faisais pas mal d'affiliation, ces trucs-là, quand j'avais un blog. Et c'était l'univers WordPress, c'est un des univers dans lesquels il y a plus de produits d'affiliation qui payent bien en plus parce que c'est du virtuel. Donc on est facilement à 30%, parfois jusqu'à 50% de commission. Je me souviens, Elegant Theme, j'avais gagné pas mal d'argent avec Elegant Theme il y a très longtemps. Hein. Ah oui, ça a changé de nom? En fait, c'est la boîte qui tient Divi, donc après Divi, je sais pas et de temps en temps, même des années plus tard, je continue à recevoir de temps en temps un petit mail avec une commission de 17 €, un truc comme ça. C'est trop drôle. Donc d'abord tu dis je vais faire de l'affiliation et finalement tu dis je vais faire de la formation. Ah ouais, la formation c'est venu un peu plus tard. Pendant plusieurs mois j'ai posté quelques vidéos ici et là en imitant un peu ce que je voyais sur le marché anglophone et les créateurs que moi je suivais. Et c'était comme moi j'avais appris WordPress, c'était essentiellement avec des vidéos sur YouTube. Donc je voulais amener la même chose en France.
Parce que pour moi, il y avait un gros trou. Pareil, il y avait un boulevard pour faire des vidéos sur WordPress. Je me suis dit, personne ne fait vraiment des grosses vidéos de plusieurs heures. Personne n'est vraiment incontournable. Parce que Marmite, encore une fois, je trouve qu'il est dans une philosophie différente sur YouTube. Donc c'est pour ça que je le mets un peu à part. Mais il est là, mais je le mets un peu à part. Donc moi, je me suis dit, il y a une opportunité, je l'ai saisie. Par contre, le revenu en affiliation, en vrai, ça a mis des plombes. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Par contre, au bout de plusieurs mois, j'ai très rapidement essayé de faire une formation. Alors dans ce cas, ça faudrait que j'en parle un petit peu parce que ça peut être amusant. Ce qui s'est passé, le premier succès que j'ai eu, j'espère que je peux me pencher pour la caméra. Ça passe. C'est bon, t'inquiète. Notre premier vrai succès en dropshipping, c'était, je peux parler du produit, j'en ai rien à foutre, mais c'est des capsules rechargeables pour Nespresso. Tu vois le produit ? Ouais. Ouais, ok. Donc ça, c'était le produit qui a une durée de vie monstrueuse pour nous et qui nous a rapporté beaucoup d'argent, mais sur une longue période de temps, pas 10 000 euros. Ouais. Et l'été 2019, on a eu ce succès-là, très peu de temps avant de se dire, on part à Bangkok, on était déjà parti en Asie, mais on part à Bangkok, on part en Asie, on part en Thaïlande, parce que, tu sais, on va brûler nos bateaux et on ne pourra pas revenir en arrière, on ne va pas cesser le choix. Tu connais ce truc ? Bien sûr. Ok, voilà. Donc, oui, en plus, même le Sri Lanka, donc c'est ton... Ok. Ça va être drôle. Ça s'est pas passé du tout comme ça pour nous. on est parti du coup. Déjà, on savait pas comment on allait faire pour partir, mais on s'est dit dans tous les cas, on trouvera une solution. Parce qu'après tout, si on se laisse pas le choix, on va pas se laisser mourir de faim là-bas. On fera quelque chose, ça va aller. Donc 2 mois à peine avant de partir, succès en dropshipping. On a eu beaucoup de chance. Si les gens veulent les détails, c'était sur Google Shopping. On avait fait marcher la capsule. Et c'était incroyable. Alors nous, on se dit, putain, mais c'est génial parce qu'effectivement, la semaine de 4 heures, c'est possible, ça existe, tu vois. Parce qu'effectivement, on passait très peu de temps. On faisait, je sais pas, on pouvait faire 30 minutes, 1 heure tous les jours de travail, de support client et pour gérer la campagne pub. Et encore, il y avait moins de travail que ça. Et on gagnait 2 000 euros net dans notre poche. Donc là, on s'est dit, ok, c'est possible. Ça a été déjà un premier gros succès. Plus entrepreneur, un peu moins freelance, voilà, c'était un peu différent. Et sur cette base-là, on est parti en Thaïlande. Et du coup, au bout de quelques semaines arrivés en Thaïlande, le truc, en gros, il s'est écroulé. C'est-à-dire que le produit ne marchait plus. C'était, petit à petit, on a vu le truc venir. On voyait au bout d'un moment, on était break-even. Donc, il ne se passait pas grand-chose. On s'est dit, putain, voilà. Et au bout d'un moment, ça n'a juste plus marché. Et du coup, on s'est dit, ok, donc on est en Thaïlande. On n'avait pas d'argent de côté, quasiment pas. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? On a plus d'argent. Et du coup, on avait 2 choix. On pouvait quand même se mettre la pression et rester et tout. Ou rentrer chez nos parents, quoi. Parce que concrètement, on n'avait pas d'argent. Et donc, on a failli rester. Et au final, si on était resté, ça aurait pu marcher. Parce qu'après, Rachel, donc ma compagne, a fait des trucs sur Internet où finalement, si on était en Asie et que l'avait fait, ça aurait marché aussi. Puis on avait fait une rencontre au dernier moment à un gars qui n'est pas trop sur les réseaux sociaux, mais un petit peu quand même. Je voulais te dire le nom parce que peut-être tu connais ce gars-là, mais Anthony Taylor. Non. Tu vois qui c'est ? Ok. Il a fait une formation qui s'appelait Cash Guru avec Sébastien. Ça te parle pas ? Ok. Donc on a rencontré ce gars-là qu'on avait déjà rencontré à une conférence avant et du coup complètement par hasard en haut de la tour Siam Paragon, je crois. Tu connais Siam Paragon ? Faut pas me demander, je connais rien. En fait, je suis persuadé que tu voyages. Je me suis dit que tu as voyagé à Bangkok. Si bien. Je vis à Paris, donc j'ai fait des voyages. Mais je te demande plus. Et du coup, il nous dit si, vous pouvez aller par exemple sur 5euros.com et de vos services et tout. Puis au final, on n'a pas eu le cran, on est rentré chez nos parents. Donc ça n'a pas du tout marché, c'est un flop total. Et au final, derrière, effectivement, il y a ma chaîne qui commençait à prendre de plus en plus. Le produit, tu m'as dit que c'était quoi ? Le produit, la capsule en dropshipping. Ah oui, ça c'était la capsule en dropshipping qui s'est écroulée. Ça marchait plus, ça s'était écroulé, voilà, c'est ça. Et donc en rentrant, Rachel a commencé à mettre ses services sur 5euros.com de rédaction. Et elle a recommencé à gagner sa vie comme ça. Moi avec ma chaîne, faire des sites internet, etc. Et puis en plus, en réalité, le produit en dropshipping, il est un petit peu reparti après. Qu'est-ce que ça vous a appris cette expérience ? Parce que ça doit être dur, vu de l'extérieur, tu dis ça doit être dur d'avoir connu cette liberté-là et de se dire merde, il faut que je reparte de zéro, il faut que je retourne chez mes parents. Vous l'avez vécu comment ? Et est-ce que tu étais content de l'avoir vécu au final ? On l'a vécu mal sur le moment. Et d'ailleurs, sur le moment, je commençais à chercher d'autres voies dans la vie. C'est-à-dire que moi, je m'intéressais beaucoup au code et je me suis dit tiens, je vais devenir développeur. Je vais aller sur Open Classroom, je vais prendre un truc en alternance et je vais refaire ma vie comme ça. J'ai voulu changer d'orientation, de projet de vie, etc. Surtout que ça m'attire toujours en plus le code. Mais au final, je ne l'ai pas fait. Et il s'est passé autre chose aussi sur le moment, c'est qu'en réalité, même si je l'ai mal vécu, j'avais toujours un espèce de recul
si tu veux, je suis très dans ma tête et tout, je me fais des histoires et tout. Il y a plein de gens qui sont passés à... Je veux dire, combien d'entrepreneurs, vous avez vu combien de récits d'entrepreneurs sur Internet? Donc je savais que malgré toutes les difficultés que je traverse, je me suis dit, de toute façon, ça fera une bonne histoire. Ouais, c'est une bonne façon. Ça sera toujours intéressant. Donc en fait, en réalité, très honnêtement, j'avais toujours un petit peu au fond de moi ce recul-là, en me disant, bon, c'est pas grave parce que je vis ça maintenant, mais je vais y arriver, je vais rebondir et tout. Et très honnêtement, sur le moment, c'était quand même difficile. Ouais. Bon, c'est intéressant parce que tu gardes, malgré tout, tu gardes cette fibre entrepreneuriale de dire, ok, j'ai tenté un truc, ça n'a pas marché, je vais tenter un autre truc, on va voir si ça marche. Et ça jusqu'à en fait trouver ton truc à toi. Et ça, c'est comme ça, je pense que tu reconnais les gens qui ont vraiment cette fibre-là, des gens qui ont juste une idée ou une lubie ou qui sont attirés juste par un résultat. C'est cette capacité en fait à recommencer et à jamais vraiment se dire qu'on a échoué en fait. C'est-à-dire que même si tu as fait un truc qui n'a pas marché, tu te dis ok, bon bah je passe au suivant quoi. Tu te dis pas bon bah voilà, j'ai essayé, ça va marcher, c'est foutu, je reprends ma vie d'avant. Généralement tu continues à chercher quoi. Il y a un truc hyper important qu'il faut peut-être retenir aussi de moi et qui fait que je considère que j'ai jamais eu l'impression d'avoir eu beaucoup de courage. Pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, j'ai toujours pris énormément de plaisir dans ce que je faisais. Et parce que je prenais du plaisir à découvrir des outils, des business, des machins, c'était toujours beaucoup plus facile pour moi de continuer, même si je ratais tout. Enfin, pas tout raté. J'ai réussi des trucs assez rapidement, mais même si je ratais plein de trucs, plein de casseroles, mais c'était toujours beaucoup plus facile pour moi de continuer que de retourner travailler. Et j'ai même eu une expérience comme ça justement, où à un moment je pensais que j'avais pas le choix. Et du coup, je suis allé à un entretien d'embauche au Super U, je devais bosser au Super U, au rayon yaourt, je me rappelle. Et donc j'ai passé l'entretien et tout, et je suis allé bosser une fois, une nuit, il fallait se lever à 5h, il fallait se lever à 4h pour aller bosser à 5h. J'ai fait une journée, et j'ai flippé comme pas possible. En fait, ça correspondait tellement pas à la réalité dans laquelle je vivais depuis des années que j'ai eu vraiment peur. Je me suis dit, ce qu'ils font ces gens, c'est incroyable. Je peux pas le faire. Donc il faut que je m'en sorte autrement et que je me serve de ma matière grise et de ce que je fais. Et voilà. Et du coup, après ça, j'ai essayé de faire un truc de coaching sportif sur Internet en faisant de la publicité Facebook et ça a bidé complètement. Mais je m'identifie complètement à ce que tu dis. Moi, c'est la même chose. C'est-à-dire, moi, il n'y a pas d'échec entrepreneurial qui me fait peur. Moi, ce qui me fait peur, c'est de retourner dans un monde dans lequel j'avais commencé à être au début, qui était un monde où tu as un monde de contraintes, où tu choisis rien, où tu choisis pas ce que tu fais de ta journée, où tu as un supérieur hiérarchique, etc. Mais tu vois, revenir, tu vois, que mon business échoue et que je dois repartir de zéro avec des revenus beaucoup plus bas, c'est pas ça moi qui m'angoisse, tu vois. C'est excitant, tu te dis. En fait, je pars du début, je vais tout apprendre. Moi, je considère en fait que j'ai pas perdu de temps parce que je me suis amusé parce que j'ai appris des choses, parce que j'ai eu un impact, j'ai fait des choses utiles. Et donc, je considère que c'est pas du temps perdu. Par contre, tu vois, passer 10 ans dans une boîte en tant que salarié, si t'aimes pas ça fondamentalement, là, ça peut être du temps perdu. Il y a des gens qui font ça, tu vois, pendant des années, ils veulent mettre de l'argent de côté. Moi, je considère que c'est du temps perdu. Par contre, monter un projet entrepreneurial, quand c'est ta passion, quand c'est ce qui te drive, c'est pas du temps perdu. T'apprends, c'est intéressant, tu vois. Comme tu dis, c'est quelque chose que tu faisais de toute façon naturellement, que tu aurais fait dans tous les cas. C'est un truc de, tu te poses pas la question. En fait, tu le fais parce que c'est une évidence pour toi. Il faut que tu fasses des choses, que tu lances des projets. Et tu as eu l'impresration, toi, d'avoir eu beaucoup d'échecs finalement? Alors moi, j'ai pas eu. Ça a été très progressif. Moi, disons que j'ai eu de la chance que j'ai trouvé assez vite mon truc à moi, tu vois. C'est-à-dire que mon truc à moi, c'est vraiment la création de contenu. Le business model qui fonctionne le mieux avec ça et que je maîtrise, c'est la vente de formation. Et il se trouve que ça fonctionne. Mais j'aurais pu galérer si j'avais testé d'autres trucs avant. À mon avis, si j'avais essayé le dropshipping, je me serais viandé, ça c'est sûr. Et dans ce que j'ai fait, j'ai eu évidemment, c'est aussi mon rôle d'essayer de montrer que ça fonctionne parce que je vends des formations et tout ça. Mais bien sûr, j'ai eu des hauts et des bas. J'ai eu des moments où c'était plus difficile, j'ai eu des moments où mon chiffre d'affaires d'un mois sur l'autre est divisé par 3 ou 4. Et à ces moments-là, c'est un peu comme un échec entrepreneurial, c'est que tu remets tout en question et tu te dis voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour remonter le truc. Et tout ça, c'est des choses que je regrette jamais parce qu'en effet, ça t'apprend et c'est souvent dans ces moments où tu touches presque le fond que tu trouves en fait les ressources, où tu découvres quelque chose de nouveau qui va t'aider à rebondir. Donc disons que je l'ai connu pas comme toi, d'une manière plus confortable. Mais je sais, je vois ce que tu peux ressentir quand ça t'arrive, ce genre de choses. Voilà. Ok. Du coup, la formation. Tu veux parler de comment c'est structuré chez moi? Ouais, du coup, aujourd'hui, passons à aujourd'hui maintenant. Donc aujourd'hui, tu crées du contenu sur YouTube. Tu as une grosse chaîne, il y a combien d'abonnés sur ta chaîne?
12 000, mais c'est croissance assez récente. Hein. Enfin, là, j'ai terminé 2020 avec 4 000 abonnés. Quoi, combien de vues par vidéo en moyenne, tu dirais? Je suis pas hyper régulier pour sortir des vidéos, donc j'en sors une, après je la laisse faire son bonhomme de chemin. Et en fait, moi, vu que je fais des vidéos qui sont vraiment là pour se référencer, je me fiche totalement du nombre du watch time qu'elles font sur le moment ou du nombre de vues qu'elles font sur le moment. Parce qu'en fait, le temps va faire son office à chaque fois. Je comprends. Donc tu as la chaîne YouTube qui remplit une liste email. Tu as une liste email derrière? Ouais, j'ai une petite liste email, toute petite. Hein. Pour l'instant, je vais atteindre les 1400 emails. Tu vois, petite liste. Et sur cette liste, tu vends des formations ou tu les vends direct sur YouTube? Alors donc moi, toutes mes formations sont, comme on dit, evergreen. Tu vois, donc elles sont tout le temps là. C'est les mêmes depuis. Je les ai toutes faites l'année dernière. Il n'y a pas de lancement, il n'y a pas de promo. Il y a des lancements. Il y a eu des lancements l'année dernière, notamment en fait à un moment où pour démarrer mon activité, j'ai voulu faire une promesse un peu overkill. Tu vois, je me suis dit autant promettre vraiment à fond et tout. Je démarre, donc autant financer mon démarrage avec une petite startup. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé un truc qui s'appelait WordPress Masterclass. Et en gros, dedans, je promettais la totalité des formations passées, présentes, futures chez moi à acheter maintenant comme ça en une somme. Voilà. Donc au début, quand j'ai lancé ça, c'était 100 €. Hein. Il y a des gens qui en ont profité. Et du coup, on me l'a déjà fait savoir, mais ces gens-là, ils sont très contents du coup. Donc c'était vraiment une aubaine pour eux et c'est une aubaine pour moi, puisque moi, ça me permet de démarrer. Et eux, c'est juste, voilà, c'est quand même intéressant. Et donc ensuite, derrière, j'ai commencé à faire les différentes formations qui restent ensuite au catalogue toute l'année, tout le temps. Et j'ai arrêté de vendre du coup ce truc Masterclass fin de l'année dernière, justement à l'occasion du Black Friday, tout ça. Et ça a fait d'ailleurs des revenus assez intéressants, notamment parce que j'ai arrêté cette offre-là. Et du coup, beaucoup en ont profité au dernier moment aussi. Et donc maintenant, j'ai juste mes 3-4 formations et je vais faire un lancement, je pense du coup cette année aussi. Je pense que je vais faire une fois par an Masterclass avec toutes mes formations actuelles, pas futures, mais actuelles, une fois par an. Donc je vais voir quand ce sera. Ok. C'est quoi dans ta thématique les types de formations qui fonctionnent le mieux, tu dirais? J'ai pas assez d'expérience pour te dire ça. Okay. Parce que j'ai pas assez testé de choses. J'ai pas testé des trucs plus orientés vers le résultat. Par exemple, je te fais une formation et je te vends le fait que ce sera un super site pour ton restaurant. Ou plus de technicité, par exemple, plus pour des freelances en disant je vais vous apprendre des trucs plus techniques où vous allez pouvoir mettre en place une solution d'email marketing dans WordPress et pas dans un service ailleurs et tout. Qui serait un truc que je vends qui est plus technique à vendre, encore qu'il y a des promesses intéressantes à faire. Mais du coup, j'ai pas fait assez de tests pour te dire. Aujourd'hui, je me concentre sur des formations sur des besoins plus globaux. Donc j'ai une formation e-commerce. C'est pas dropshipping spécialement, c'est vraiment e-commerce. Il y a Infopreneur, je l'ai faite parce que je savais qu'il y en a plein, donc voilà, Infopreneur. Là, le prochain qui viendra, ce sera probablement les restaurants. Et à un moment, j'ai fait aussi une petite formation trouver des clients pour vendre des sites WordPress. Petite formation pas très chère, qui marche bien aussi. Et voilà, donc après, je pense que je vais enchaîner les formations sur des gros besoins comme ça. Restaurants, hôtels, etc. Tu les vends combien, tes formations Jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a 2 semaines, c'était 2-3 semaines, c'était 130 €. Et là, je suis passé à 200. Ça se vend pareil. Donc, ok. Voilà. Bravo. Je vais juste monter le prix. Je me suis dit, ok, je passe ce seuil, j'ai plus de franchise de TVA. Tu sais, quand tu es en micro-entreprise. Je me suis dit, donc il va falloir que je récupère 20% et tout. Il serait peut-être temps, je me dis que j'ai augmenté les prix. J'ai augmenté mes prix. Et ça se vend pareil. Et pour trouver des clients, du coup, pour les vendre en automatique, tu as des séquences email? Alors, c'est un peu raw mon activité pour l'instant. Je vois très bien de quoi tu parles et je dis pas qu'il faut pas que je le fasse, mais j'ai pas eu le temps de le faire encore. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses à mettre en place. Je vois des opportunités de partout et c'est frustrant, mais je peux pas, parce que déjà j'ai pas une grande productivité. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais tout ce que je raconte là, tout ce que j'ai accompli avec cette chaîne YouTube et sur WordPress, tout ça, c'est avec une productivité moyenne de 2-3 heures par jour de travail. Parce que j'ai des blessures chroniques et je peux pas rester assis très très longtemps. Donc 2-3 heures, c'est comme ça que j'ai accompli tout ce que j'ai fait. Et du coup, je vois les opportunités, mais j'ai pas l'énergie ou le temps pour consacrer suffisamment à chacune. Donc les formations, j'en ai 1 milliard que je peux faire. Mais vraiment, moi j'ai l'impression que j'ai plus d'opportunités chez toi que chez moi. T'es pas tenté par les petits produits, parce que dans ta thématique, il y a tellement de choses, comme tu dis, que tu pourrais faire. Tu vois. Si, je suis tenté, mais ça te permettrait autant que les gros produits, les deux en fait sont hyper intéressants, je trouve. J'ai un problème d'obsolescence dans mes formations. WordPress, ça bouge vite, beaucoup. C'est sûr. Tu as un peu d'obsolescence dans ton travail, mais un peu moins quand même. Moi, je verrais bien, tu vois, moi, si j'étais client chez toi, que j'avais un site WordPress, je me verrais bien avoir à chercher presque une formation continue. C'est-à-dire,
pas seulement la formation qui va permettre de tout faire, parce que tu n'as jamais tout fait. En fait, que le gars sorte régulièrement justement des formations pour m'apprendre de nouvelles choses. Et donc, je pense que tu pourrais saisir cette opportunité d'avoir des clients qui ont envie de racheter régulièrement chez toi. Et donc, augmenter le panier moyen des clients jusqu'à 500 000 euros je pense grâce à une séquence de produits, quoi. Ça m'a traversé l'esprit plein de fois. Le problème, c'est que j'ai l'impression que tous les modèles sont viables pour moi. Les grosses formations, j'ai beaucoup d'idées de grosses formations qui peuvent aussi se vendre plus cher. Alors moi, je sais que toi, tu es à 200 € je crois sur tes formations quand elles ne sont pas en promotion, quand elles sont normales. Moi, je monte petit à petit, je n'ai pas forcément tant d'expérience, tu fais ça depuis des années. Je vais monter sans doute petit à petit un peu plus aussi. Mais les grosses formations, il y en a beaucoup à faire, des centaines d'euros aussi. Je pense que je peux monter à 3, 4, 500 €, ça dépend des besoins, que ça ne me choquerait pas du tout personnellement. Après, les petits produits, pourquoi pas. Aujourd'hui, c'est juste que ça me demanderait aussi plus d'énergie par rapport à ma condition actuelle, la santé, tout ça. Le fait d'avoir des produits evergreen qui se vendent quand même très très bien. Et j'ai absolument pas de problème d'essorage d'audience, je suis très loin. Du coup, pour l'instant, ça fait ma semaine de 4 heures, tu vois, au final. C'est que j'ai pas besoin de beaucoup travailler. Les formations se vendent, elles se vendent très bien. Je suis joignable sur WhatsApp, ça c'est un truc qui vend pas mal, j'ai l'impression aussi. Mais les gens peuvent me poser des questions directement sur WhatsApp. Et ça se passe super bien. Et au final, là, je vais faire une mise à jour cet été pour toutes mes formations. Il faut que je travaille dessus. Mais après, je pense qu'elles ont quand même une durée de vie intéressante. Pour pas trop me prendre la tête avec ces questions. Aujourd'hui, tu as à peu près ton chiffre d'affaires, c'est à peu près combien tous les mois? Donc là, flat, c'est 6 000. Ça tourne toujours autour de 6 000. Là, ce mois-ci, c'est un peu plus. Mais c'est toujours autour de 6 000. Le pic que j'ai eu, c'était à 8 000. J'ai eu ça en novembre, décembre et puis 7 500 en janvier. C'était autour de Q4 du coup. Donc c'était forcément des très bons mois. Il y a eu, comme je disais, Masterclass. Donc c'était une grosse promesse et les gens en ont profité. Je m'attends à avoir de bons résultats aussi fin d'année, là, pour cette fin d'année, je prépare ça. Mais voilà mes chiffres globalement, en sachant qu'il y a 3 sources de revenus. Donc il y a la vente de formation, il y a l'affiliation qui est de plus en plus gros. C'est-à-dire que quand je dis de plus en plus gros, c'est que là par exemple à partir du mois prochain, ça va représenter un minimum de 1 500 € je pense par mois. Ouais, quand même. En sachant que j'ai fait un move qui était très important, c'est que jusqu'à maintenant je recommandais un hébergeur pour lequel je ne touchais pas de commission. Parce que c'est celui que moi que je connaissais et avec lequel j'avais travaillé depuis des années. Et du coup, c'est celui que je me voyais recommander. Il ne faisait pas de programme. Je me suis dit, tant pis, je leur recommande ce que j'utilise moi depuis des années, que je connais. Et au final, cet hébergeur, il m'a saoulé, plein de raisons. Du coup, j'en ai cherché un autre. Il se trouve que celui que j'ai cherché, en fait, c'est eux qui sont venus vers moi à un moment, ils m'ont écrit. Et programme d'affiliation super intéressant, très intéressant. D'ailleurs, je peux carrément le dire, c'est 60%. Je ne pense pas que ce soit très courant, 60%. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Je ne sais même pas comment ils font pour s'en sortir. Eux, je me dis, bref. C'est Hostinger. Et donc, du coup, je me suis dit très bien, je les ai testés. Les sites sont super rapides. Il y a plein de trucs qui me plaisent chez Hostinger, la facilité d'utilisation et tout, j'adore. Ok, donc maintenant, je mets Hostinger partout sous toutes mes vidéos, dans mes formations, etc. Boum, gros boom de. Là, je sauterai tout à l'heure. Je vois ma petite courbe là, qui monte d'un seul coup. Où j'ai, je pense que ça me fait à eux tout seul, ça me fait 1 600 $. Maintenant, au minimum. Souvent les gens qui ont des très bons résultats dans l'affiliation, souvent ils sont sur un ou deux programmes. Une formation, je pense, pour en parler. Ils sont sur un ou deux programmes très rémunérateurs et ils deviennent presque des ambassadeurs francophones de ce produit-là, c'est-à-dire qu'ils en parlent énormément, ils font des vidéos de tests, etc. Et ça leur permet d'atteindre des sommes assez étonnantes tous les mois avec l'affiliation. Là, j'ai un beau 20-80 sur cet outil, effectivement. Troisième source de revenus, il y a AdSense. Qui est importante parce que j'ai des CPM très très élevés. Là, c'est quoi sur des sites de niche ou sur ton par mois? C'est sur sites de niche. Sur des sites de niche? Non, AdSense, juste la publicité sur YouTube. 2 000 € par mois avec YouTube. Ouais, là je suis à. Oui, c'est beaucoup. Surtout par rapport à la taille de mon. Donc là, je rappelle, je suis à 12 000 abonnés. C'est la vidéo de 5 heures, tu as des coupures pub toutes les 30 minutes, c'est ça? Alors, sur les plus grosses vidéos, c'est celle qui me rapporte. J'ai un gros Pareto sur les grosses vidéos. Parce que pour une vue sur cette vidéo, le mec il regarde 25 pubs, tu vois, donc c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Alors, moi, ce que je fais, c'est que sur les grosses vidéos, je les espace de plus en plus les pubs au bout d'un moment pour pas saouler les gens. A priori, ça dérange personne. Je veux dire, j'ai jamais eu la moindre remarque sur mes vidéos. A priori, les gens s'en rendent même pas compte en fait, donc autant l'activer. Ouais. Et donc. Là, quand je dis 2000, j'ai arrondi. Là, ce mois-ci, j'atteins 1 800 €. 1 800 € juste sur AdSense, donc super intéressant. C'est mes 3 sources de revenus principales. C'est quoi tu dirais qui est le plus important pour toi dans ton business? L'essentiel, faire des vidéos. Quand je te dis qu'en plus, je regarde même pas le watch time, je regarde même pas le nombre de vues que je suis une espèce d'usine à produire des vidéos. Tu vois, je fais que ça. Je produis des vidéos. Le contact avec les gens, je trouve que c'est hyper intéressant. Le fait qu'ils puissent me contacter sur WhatsApp, que j'en ai de temps en temps au téléphone, je trouve que ça m'apprend énormément. C'est très, très, très intéressant. Et faire des formations.
faire des formations, faire mes vidéos sur YouTube, je ne pourrais ne faire que ça. Ok. Que c'est vraiment l'essentiel. Tu dirais que tu as trouvé le meilleur business pour toi? À très long terme, non. Parce que je suis un peu dispersé. Ouais. Je m'intéresse à beaucoup de choses et je ne me vois pas faire ça pendant 10 ou 15 ans. Ok. Je ne suis pas un influenceur WordPress ad vitam aeternam. Tu vois. Ok. Non, j'ai envie tu vois, même de faire des trucs un peu physiques, des business physiques. Et du tout coup, ça. qu'est-ce que tu ferais demain si WordPress tombait dans l'oubli? Business en ligne ou... WordPress, genre l'outil WordPress. Ça peut arriver, tu vois. Ouais. Que l'outil WordPress soit de moins en moins utilisé, puis Ouais. qu'il ne soit plus du tout utilisé. Qu'est-ce que je ferais si jamais il Ouais, il disparaît faudrait du que tu paysage? trouves que tu bifurques sur autre chose. Donc business en ligne, tu parles pas de bifurquer sur un autre CMS, mais juste qu'est-ce que je fais d'autre? Je change de business complètement, genre je vends, je fais autre chose. Shopify, c'est bien. Non, mais je t'en parle sérieusement parce que ça c'est pareil, des opportunités, il y en a plein. Il faut bien se rendre compte que les gens qui parlent de Shopify sur YouTube, c'est des gens qui parlent de dropshipping. Là aussi, il y a un problème. Enfin, c'est pas un problème. Mais on peut parler de Shopify en parlant de tout ce qu'on peut faire d'autre avec Shopify. Et une chaîne de référence sur Shopify, sur YouTube, il n'y en a pas. Un mec qui est là et qui fait du contenu tout le temps sur Shopify, c'est extraordinaire comme outil. Ils font des trucs de dingue. Et il n'y a pas de chaîne de référence, ça m'a traversé plusieurs fois à l'esprit de le faire. Et bon, les revenus, ils sont très intéressants, je pense, pareil pour les gens, AdSense, affiliation, tout ça. Donc moi, je ferais ça. Et même sur YouTube, je trouve qu'il y a tellement d'opportunités. Genre une chaîne sur la publicité, il n'y a pas de chaîne de référence non plus qui fait des vidéos, du contenu sur la publicité sur Snapchat, TikTok, Microsoft, Facebook, Google, tout ce qui est native advertising, Taboola, que des trucs comme ça, Pinterest, etc. Il n'y a pas une chaîne, et je parle pas de vendre le fait de faire des gros chiffres sur son e-commerce. Non, juste la compétence. Faire de la publicité sur toutes ces régies, il n'y a personne, et il y en a en anglais. Et ça, des sujets comme ça en anglais et qu'il n'y a pas en français, il y en a 40 000. Donc je ferai des trucs comme ça encore. Bon, en tout cas, bravo pour ce que tu as fait. Ça m'a l'air quand même d'être assez bien optimisé, ce petit système où tu bosses 3-4 heures par jour, tu as tes formations qui tournent, tu fais quand même un bon chiffre d'affaires. Donc bravo pour ça. Merci. Et je te souhaite que ça continue à marcher. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent créer leur site WordPress et avoir des infos? Sur YouTube du coup, donc WordPress, vous tapez Alexis FH ou WordPress Origami. Et sinon, il y aura un lien WP Origami, je te filerai ça. Ouais, je te mettrai ça en description. Ça marche. Et merci beaucoup, Merci Alexis. de m'avoir invité, ça fait vraiment plaisir. Ouais, c'était super intéressant et très joli ton village. Ta ville, pardon. Franchement, c'est pas sympa ça. Mais je sais pas ce que c'est la différence factuelle entre une ville ou un village. Apparemment, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était le nombre d'habitants. Voilà, c'est ça. Et apparemment, depuis quelques temps, ça a changé. Il n'y a pas que ça. Apparemment, il y a d'autres critères. Donc, c'est l'abri à vélo à la gare, ça c'est bien ça. Si tu veux, on fera une deuxième partie sur ta chaîne pour parler d'agglomération et d'urbanisme. Ça me passionne en plus comme tu fais. Ouais, ok, clairement. Merci beaucoup et bonne continuation à la prochaine. Ouais, à bientôt. Ciao. Ciao. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé et à télécharger, si ce n'est pas encore fait, le kit de démarrage. C'est des ressources qui vont t'aider à te lancer sur le web et à commencer à gagner ta vie le plus rapidement possible pour pouvoir prendre ta liberté, ton indépendance. C'est le premier lien en description pour t'inscrire et nous on se retrouve dans ta boîte mail.